Nous sommes dans un environnement très normalisé, à savoir que le système de la propriété intellectuelle a été bâti sur une ossature, sur une législation qui est plus ou moins commune. Et pour ne pas faire durer le suspense, la plupart des législations en matière de propriété intellectuelle sont la résultante des différentes conventions internationales que certains appellent les conventions mères. Je veux citer la Convention de Paris et la Convention de Berne, pour ne citer que ceux-là. Ce qui veut dire que l'histoire de l'OAPI en tant qu'office part de ces conventions mères. Et pour comprendre l'évolution de la législation dans l'espace OAPI, il faut partir de l'idée que, au-delà de ce que la propriété intellectuelle, pour vous, étudiants, est une matière juridique et même quelquefois une matière économique, pour les pays en développement, que sont la plupart des pays de l'Afrique, la propriété intellectuelle est considérée comme un outil de développement, d'abord comme un outil de développement technologique et par la suite comme un outil de développement économique. Ce faisant, la façon dont la législation va être dans un premier temps adoptée ou même évoluée va tenir compte de ces impératifs de développement. Toujours est-il que la base, disons, idéologique demeure la même en partant de ces conventions dont j'ai parlé. Alors, pour présenter l'OAPI, il faut, comme Yann l'a dit tout à l'heure, il faut remonter au 13 septembre 1962. Mais je suppose, je vois quelques Africains dans la salle, mais il faut aller au-delà du 13 septembre 1962 et remonter à la période industrielle de la France qui était appliquée dans les territoires qui étaient encore des colonies. C'est ainsi que, si vous prenez le domaine du droit d'auteur, c'est la loi du 11 mars 1957 qui sera appliquée dans ces territoires, et il y a encore quelques États qui continuent d'appliquer cette loi du 11 mars 1957. Et du point de vue de la gestion collective, vous allez avoir des structures de gestion collective comme la SACEM et autres qui vont intervenir plus ou moins directement dans les États. Au niveau de la propriété industrielle, les États ont très vite compris qu'il s'agissait d'un outil de développement technologique. Et ces États ont été confrontés à faire un choix, à savoir que chaque État indépendant devait-il créer un office de propriété industrielle ou alors s'associer à d'autres États pour créer un office de propriété intellectuelle. Alors, selon qu'on est en droit d'auteur, en propriété littéraire ou artistique et en propriété industrielle, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si vous prenez le domaine de la propriété industrielle, et comme vous le savez, ou certainement ceux qui m'ont précédé ont pu le dire, vous avez la présence d'une autorité. Et c'est cette autorité qui est chargée de délivrer le type de propriété industrielle.
alors que lorsque vous êtes en propriété littéraire et artistique, comme il vous l'a été dit, la simple création suffit pour être propriétaire. Et donc, le choix était de savoir est-ce qu'il fallait une autorité nationale pour délivrer un titre de propriété intellectuelle ou une autorité communautaire. Et à cette époque, il était question de créer de grands ensembles. Et parmi ces grands ensembles, il y a ce qui est devenu aujourd'hui l'Union africaine, mais il y avait aussi d'autres sous-ensembles qu'on appelait à l'époque l'Organisation commune africaine et malgache. Et donc, c'est au sein de ce sous-ensemble africain que la décision a été prise de mettre en commun un certain nombre d'outils de développement. Et le premier outil qui a été créé en tant qu'outil de développement, les Africains qui sont dans cette salle peuvent s'en souvenir, c'était Air Afrique, 1961. Il s'agissait alors de créer une compagnie commune chargée de faire le transport. Et puis, dans le domaine de la propriété industrielle, la même problématique s'était posée. Et ces pays ont décidé, plutôt que d'avoir chacun un office, d'avoir un office commun. Et c'est ainsi que le 13 septembre 1962 a été créé l'Office africain et malgache de la propriété industrielle. Vous voyez le lien entre l'OCAM et l'OAPI. Mais pour la plupart d'entre vous qui êtes juristes, comment cela a pu être possible? Et c'est pour ça que, en exode tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait remonter aux conventions mères. Et lorsqu'on remonte aux conventions mères, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de dispositions, ici, si on prend la Convention de Paris, qui vont permettre deux choses. La première chose, c'est cette obligation qui est faite aux États adhérents ou aux États partis à cette convention de créer une autorité chargée de la délivrance des titres de propriété industrielle. Cette autorité, c'est ce qu'on va appeler ce service spécial, et qui va, en tout cas dans la législation française, porter le nom d'office. Et cet article 12 de la Convention va permettre, les États africains vont s'inspirer pour créer ce service de propriété industrielle qui sera l'OAMPI. Et parmi les services, en tout cas les diligences attendues de cet office, conformément à l'article 12, c'est notamment ce qu'on connaît ici, le bulletin officiel, le BOPI, pour parler comme cela. Mais s'agissant de l'OAPI, il faut aller encore plus loin dans le texte de la Convention pour se rendre compte que, conformément à l'article 19, les États avaient cette possibilité de se mettre ensemble pour créer un office commun. Pour autant que cet office commun pas un nombre mis en place. Pour la petite histoire, c'est avec, bien entendu, avec l'assistance du gouvernement français à travers l'INPI, qui a concrètement aidé les pays africains concernés à
à mettre en place cet office. Alors, un mot sur l'OAPI. L'OAPI, c'est 17 États membres. En vert un peu plus foncé là, le Congo avec capitale Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Vous aurez remarqué que la majorité de ces pays sont des pays qui ont en partage la langue française. Mais nous avons aussi dans les États membres de l'OAPI des pays qui parlent autre langue que la langue française. Nous avons un pays qui parle le portugais, qui est la Guinée-Bissau. Nous avons un pays qui parle l'espagnol, c'est la Guinée équatoriale. Un pays dont la langue officielle également est l'arabe, la Mauritanie. Et un pays qui parle aussi en partage l'anglais, le Cameroun. Vous imaginez ce que cela impose comme travail à faire à l'OAPI, puisque nous devons tenir compte des langues parlées par les États membres. Alors, l'OAPI, si on veut regarder du point de vue ce qu'on pourrait considérer comme des particularités, c'est d'abord, du point de vue de la législation, l'OAPI, c'est une législation uniforme. Cela est très important, à savoir que lorsqu'on est dans un système de législation uniforme, c'est le même texte qui va s'appliquer, quel que soit le territoire considéré de l'État. À la différence des législations harmonisées où chaque État va appliquer sa propre législation en s'assurant de la cohérence avec la législation commune. Alors, c'est une législation uniforme. Cela fonctionne de la façon suivante. C'est que vous avez le traité lui-même, qui est appelé l'accord de Bangui, et vous avez les annexes qui sont considérées comme des lois nationales pour chaque État membre. Si on prend les annexes, l'annexe par exemple sur les marques de produits ou de services, chacun des 17 États membres va considérer l'annexe, qui est en l'occurrence l'annexe numéro 3, comme la loi nationale en matière de marque. Si vous prenez l'annexe numéro 1, qui concerne les brevets, chaque État va considérer cette annexe comme la loi nationale du pays. Mais il y a d'autres particularités sur les limites, en fait, de cette législation uniforme. Cela concerne essentiellement l'annexe 7, qui est relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. En ce qui concerne l'annexe 7, cette annexe va simplement poser un minimum de règles en matière de propriété littéraire et artistique, étant entendu que chaque État membre de l'OAPI a la latitude de prendre une loi nationale en matière de propriété littéraire et artistique, pour autant que cette loi nationale ne
déroge pas aux dispositions de la NEC 7 en ce qui concerne le minimum qui est attendu. On verra ça dans les détails plus tard si vous le souhaitez. Il y a aussi l'autre particularité de l'OAPI, un office commun. Alors, cet office commun signifie que il y a une seule administration qui est chargée de délivrer les titres de propriété industrielle pour l'ensemble des États. Ce qui fait que dans les 17 pays membres de l'OAPI, il n'y a pas, à proprement parler, d'office. L'OAPI fonctionne comme étant l'administration nationale de chaque État membre. Ce qui veut dire que le titre délivré par l'OAPI est pour le compte de chaque État membre. Le corollaire, c'est la centralisation des procédures en matière de traitement des demandes de protection des droits de propriété intellectuelle. Ce qui signifie que toutes les procédures, qu'elles soient nationales, convergent vers une seule administration qui est le siège de l'organisation, qui est à Yaoundé. Mais dans le fonctionnement quotidien, il y a ce que nous appelons des structures nationales de liaison dans chaque État membre. Et ces structures nationales de liaison, qui sont des services de proximité des États membres, sont chargés de collecter les dossiers et les transférer au siège. Il y a également l'autre particularité et que Yann a souligné tout à l'heure, c'est que l'OAPI, c'est un système de délivrance d'un titre unique qui est valable dans les 17 États membres. Et cette particularité, c'est ce qui nous distingue de nos collègues en majorité anglophone de l'ARIPO, qui fonctionne sous un système de désignation, un peu comme cela se fait dans le PCT ou dans le système de Madrid. La particularité de cette délivrance unique, c'est que si vous faites une demande dans n'importe quel pays de l'OAPI, cette demande est ipso facto valable pour l'ensemble des 17 États. Et ça présente évidemment beaucoup d'avantages pour les opérateurs économiques qui n'ont pas à choisir à la carte les titres, les pays pour lesquels ils souhaitent être protégés. Il y a également dans ce fonctionnement de titres communs un certain nombre de conséquences juridiques. D'abord, c'est que lorsqu'un titre est annulé par une juridiction dans un État membre, cette annulation est valable pour le reste des 17 États membres, sauf si l'annulation est fondée sur des motifs d'ordre public ou de bonnes mœurs. Bien évidemment, vous comprendrez la raison, c'est que l'ordre public et les bonnes mœurs varient d'un pays à l'autre. Alors, après avoir planté ce décor, on va rentrer dans le corps du dispositif selon l'évolution chronologique. Alors, le premier texte qui a été pris, évidemment, c'est le texte du 13 septembre 1962 qui porte création d'un office africain et malgache de la propriété intellectuelle. Et
il faut comprendre derrière cette dénomination, c'est qu'en 1962, l'OAPI n'était pas à proprement parler une organisation, mais un office, c'est-à-dire un service de propriété industrielle dont la principale mission est de délivrer les titres. Et dans ce cas-là, les objets qui sont protégés, enfin, les titres de propriété intellectuelle qui étaient délivrés concernaient essentiellement le brevet d'invention, les marques de fabrique et les dessins et modèles industriels. De ce point de vue, je peux tout de suite vous rassurer, il n'y avait pas de grande différence entre ce texte et la législation française, notamment la législation française en matière de marque, en matière de dessin et modèles industriels, avant 1968. Et donc, le régime juridique des titres qu'on va avoir en matière de brevet d'invention, ce sera vraiment une copie quasi conforme de la législation française, et pour cause, ces textes ont été rédigés par des juristes français. Donc, l'évolution ici n'est pas très remarquable. La deuxième évolution, c'est celle qui intervient le 2 mars 1977 en République centrafricaine avec la signature de l'accord de Bangui. Bonjour, professeur. Avec la signature de l'accord de Bangui, d'où le nom accord de Bangui qui est resté pour l'histoire. Et avec cet accord de Bangui, le changement qu'on peut noter, enfin il y a plusieurs changements, mais le changement notable, c'est que l'OAPI devient une organisation de propriété intellectuelle et non un office de propriété industrielle. Ce qui veut dire que dans les missions de l'OAPI, à partir de 1977, l'OAPI va fonctionner d'abord comme un office, savoir recevoir et délivrer des titres de propriété intellectuelle, mais l'OAPI va également fonctionner comme une organisation de développement du système de la propriété intellectuelle. C'est ainsi que vous voyez là en rouge, on va ajouter au mandat de l'OAPI les questions de droit d'auteur et du patrimoine. On va également ajouter au mandat de l'OAPI les questions d'appellation d'origine qui vont devenir plus tard dans la législation actuelle les indications géographiques. Et puis, quelque chose de très important, les noms commerciaux qui vont être considérés comme des actifs de propriété intellectuelle dans le système OAPI. Il y a quelque chose qui n'a pas été souligné là, mais qui peut apparaître un peu comme quelque chose d'insolite. C'est que vous allez trouver dans cet accord la question de la concurrence déloyale. Alors, la question qui se pose, doit-on considérer la concurrence déloyale qui est réglementée dans un traité de propriété intellectuelle comme un outil, un objet de propriété intellectuelle ou pas? Je pense qu'on pourra en discuter si vous souhaitez. Alors, à partir du moment où l'OAPI devient une organisation, il y a cette mission de développement global de la propriété intellectuelle et qui continue à ce jour. Du point de vue de l'évolution du contenu des textes, il y a en 1977 deux types d'influences qui vont venir, disons, impacter
la législation, en tout cas le droit positif de l'OAP. Première évolution, si on prend le droit des brevets et dans une moindre mesure le droit des marques, la législation de 1977 va être grandement influencée par la législation intervenue en France sur les brevets de 1968. Et donc, on va se retrouver avec des notions comme l'activité inventive, la nouveauté, ce n'est pas tout à fait nouveau, l'application industrielle. Et si vous regardez ce qui se passait avant la législation française de 1968, ne serait-ce que sur le brevet, où on parlait plutôt du caractère industriel et non de l'application industrielle et autres. Donc, tous ces changements qui interviennent dans la législation française vont être intégrés dans l'accord de Bangui. Deuxième évolution qui va être notable, c'est que vous voyez que dans cette version de 1977, on va avoir un texte sur le droit d'auteur et le patrimoine culturel. Donc, en ce qui concerne, ça correspond à une époque où la question de la protection du patrimoine culturel en Afrique était quelque chose considéré comme une priorité. Et dans ce contexte, il va y avoir un certain nombre d'initiatives, certainement que les collègues qui vont parler du droit d'auteur vont vous le dire. Vous allez avoir des initiatives aussi bien de la part de l'UNESCO que de l'OMPI et des initiatives plus ou moins mixtes qu'on va trouver en Afrique, qui est la loi type de Tunis. Alors, cette loi type de Tunis va définir un canevas de protection des objets de la propriété littéraire et artistique en y adjoignant les questions de protection du patrimoine d'une façon large et les questions de protection du folklore, ce qu'on appelle aujourd'hui les expressions culturelles traditionnelles. Et donc, en revanche, dans cette législation sur la propriété littéraire et artistique de 1977, vous n'allez pas avoir la question, par exemple, des droits voisins du droit d'auteur. Et la raison, c'est que c'était à cette période-là, la question, aussi bien en législation française et autres, n'était pas aussi développée que cela. Ensuite, on arrive à la troisième évolution. La troisième évolution qui intervient le 24 février 1999, toujours à Bangui. Et cette évolution qui va marquer la rupture est basée sur la conformité à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'accord sur les APIC. Alors, quelle est la raison fondamentale de cette évolution qui va intervenir en 1999? Ça, il faut remonter dans les obligations qui ont été mises à la charge des États partis ou des États adhérents aux accords OMC, qui avaient l'obligation de mettre en conformité leur législation par rapport aux nouveaux standards mis en place par cet accord sur les APIC qui vous ont certainement été présentés en long et en large. C'est ainsi qu'au niveau du contenu des textes existants, on va prendre en compte toutes les exigences des accords sur les APIC. Mais mieux, on va dans l'évolution de 1999, on va intégrer de nouveaux objets de propriété intellectuelle
d'autres qui reviennent sous d'autres appellations d'indications géographiques. On va intégrer les schémas de configuration de circuits intégrés ou topographie de circuits intégrés. Et on va intégrer pour la première fois dans cette législation africaine les certificats de protection des obtentions végétales, comme vous le voyez, et on va intégrer également les droits voisins du droit d'auteur. Donc, en termes de contenu, il s'agit de dispositions qui se veulent conformes aux prescriptions des accords sur les APIC. Alors, si on prend la question, par exemple, si on prend tout ce qui concerne le droit d'auteur ou même les brevets, le contenu des dispositions qu'on va trouver va se rapprocher davantage de ce qu'on a trouvé dans les accords APIC. Et si vous voyez, je ne sais pas trop s'il faut que je parle de l'accord APIC, c'est pour ça que si vous voyez toutes ces prescriptions, ne serait-ce que dans les questions de lutte contre la contrefaçon, on va revenir plus tard là-dessus. La nouvelle législation de l'accord de Bangui, par exemple, va intégrer plus ou moins la question, par exemple, des retenues à la douane. Mais par le traité de façon exhaustive, on fera un point là-dessus. Et donc, ici encore, cette fois-ci, cette évolution n'avait pas pour but de prendre en compte les particularités locales, mais pour s'aligner sur les nouveaux standards qui ont été définis par l'accord sur les APIC. Alors, on arrive enfin à la dernière évolution. Alors, la dernière évolution, c'est celle qui intervient le 14 décembre 2015. Là, cette fois-ci, c'est à Bamako, mais le traité garde son appellation d'origine, à savoir accord de Bangui, mais acte du 14 décembre 2015. Alors, ici, il s'agit également de faire évoluer la législation OAPI par rapport à un certain nombre de standards pour lesquels on n'était pas conforme. Mais ici aussi, il s'agissait, en tant qu'office de propriété industrielle, de rendre les titres délivrés par l'OAPI des titres un peu plus solides. Alors, c'est ainsi qu'on va intégrer des dispositions qui sont en rapport avec le protocole et l'arrangement de Madrid. Parce que pour la simple raison, c'est que à partir des années 2013-2014, l'OAPI, en tant qu'office, va adhérer au système de Madrid, permettant ainsi aux déposants non résidents de pouvoir utiliser le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques. Et donc, il fallait mettre en conformité le traité vis-à-vis de ces dispositions du système de Madrid. Deuxième chose, cette révision intervient au moment où il y a le traité de Marrakech. Le traité de Marrakech, signé le 28 juin 2013, qui, d'une façon générale, avait pour objectif de faciliter l'accès aux œuvres aux déficients visuels, va être prise en compte dans
dans cette nouvelle évolution. Et je profite de ce point pour faire un peu un retour en arrière, c'est que lorsque dans les premières législations, la législation de 1977 sur le droit d'auteur et autres, il y avait un autre enjeu similaire. C'est l'enjeu était l'accès aux outils pédagogiques, c'est-à-dire les ouvrages. Et il était question de voir dans quelle mesure le système des droits d'auteur ne pouvait pas constituer un frein à l'accès aux populations africaines des ouvrages. Et donc, à cette époque, il avait été beaucoup question des licences sous l'égide de l'UNESCO et la plupart des législations africaines en matière de droits d'auteur avaient intégré quelques dispositions. Alors ici, la même chose revient avec l'accès des déficients visuels aux outils protégés par le droit d'auteur. Et puis, autre élément, c'est le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles qui intervient en 2012. Et la réforme qui intervient en 2015 va intégrer, en tout cas par avance, ces dispositions qui, au moment où la réforme se faisait, beaucoup de pays n'avaient pas encore adhéré à ces différents traités, mais la révision a anticipé et mis dans ces dispositions matérielles des éléments permettant une application des prescriptions de ces deux traités qui ont été précités. Alors, sur le contenu de cette dernière révision, si on peut donner quelques éléments marquants, ne serait-ce qu'en matière de marque, on va le voir tout à l'heure, on va pour la première fois dans la législation de l'OAPI protéger les marques sonores, ce qui n'était pas le cas dans les législations antérieures. Si on prend un autre élément marquant qui peut être souligné, c'est lorsqu'on va prendre dans le domaine des brevets d'invention. L'accord de Bangui, je crois que c'est l'article 44, va intégrer directement les exceptions qui ont été négociées pour l'accès des pays, comment on appelle là, des pays les moins avancés au brevet d'invention. C'est, on a dû vous le parler, cette exemption jusqu'en 2033 pour les pays les moins avancés qui n'ont pas l'obligation de reconnaître le système des brevets. Et cela est important pour être souligné puisque l'OAPI, comme je l'ai indiqué, c'est 17 pays, mais sur les 17 pays, vous avez pratiquement 15 qui sont des PMA. Et donc, dans cette législation, on est obligé de tenir compte des pays qui sont dans cette situation de PMA. Alors, quelques exemples de prise en compte de problèmes qui étaient d'actualité au moment de la révision. C'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exemption pour les pays, les PMA de l'OAPI se rapportant au brevet sur les médicaments. Et vous voyez que à la faveur de la pandémie que le monde a traversée, la question est revenue d'actualité et je crois que
cela est revenu sous la forme de la levée des brevets d'invention sur en tout cas les réponses COVID aux médicaments. Mais en 2015 déjà, l'OAPI avait anticipé pour dire que les pays les moins avancés, pour autant qu'ils le veulent, pouvaient, en se basant sur l'article 46 du traité OAPI, faire prévaloir ces dispositions pour l'accès aux médicaments. Autre fait marquant en tant qu'office, c'est qu'avec ce nouveau texte, l'OAPI passe à l'examen quant au fond. Depuis, je crois, le 1er janvier de cette année, pour les brevets, ça sera en 2023, l'OAPI va faire un examen quant au fond et donc il a fallu adapter les textes pour pouvoir faire l'examen quant au fond des textes. Et puis, il y a aussi le contexte dans lequel évoluent les entreprises en ce moment. Vous avez certainement entendu parler de la zone continentale de libre-échange, la ZLECA, ou AFCTA en anglais. Alors, ici, les enjeux pour l'OAPI sont importants, puisque avec la zone de libre-échange, il va se poser beaucoup de problèmes de circulation de biens couverts par des droits de propriété intellectuelle. Et un des premiers enjeux en tant qu'office, c'est que les titres délivrés doivent être solides pour ne pas qu'au premier franchissement de barrières, ces titres soient combattus et tomber dans le domaine public. Donc, en faisant toute cette réforme, c'est pour jouer le rôle économique qui est reconnu à l'OAPI. Toujours en termes de contenu, cette révision va intégrer ce qu'il est appelé communément les modes alternatifs de règlement de litige, avec cette possibilité de recourir à l'arbitrage et à la médiation. Ensuite, quelque chose qui est d'actualité, ce sont les accords de validation entre offices. Ce nouveau traité va permettre, si l'OAPI le souhaite, de signer des accords de validation sur les examens procédés par d'autres offices partenaires. Et depuis quelques années, l'OAPI est en négociation avec un office majeur, que je ne citerai pas, sur ces questions de validation. Mais ici, le législateur a anticipé sur la question de sorte que si la question de la validation se pose, l'OAPI puisse intervenir. Alors, en un mot, la validation, ici, ce serait le fait pour l'OAPI de reconnaître, par exemple, un examen fait par exemple par l'INPI France, plutôt que de reprendre cet examen et donc dans l'accord de validation qui va indiquer les modalités de reconnaissance des titres des examens déjà faits par d'autres offices. Ensuite, on va aller sur quelques innovations sur des annexes spécifiques, étant entendu que chaque annexe constitue la loi nationale en matière de propriété intellectuelle de chaque pays.
Alors, si on prend les brevets, il y a, par exemple, la simplification des procédures des licences non volontaires. Parce que l'OAPI est un office de pays en développement et la problématique majeure de ces pays, c'est l'accès aux médicaments. Et donc, il s'agit de faire en sorte que les États puissent, en utilisant les dispositions de l'accord, faciliter la production des médicaments dans les États membres. Et donc, un État peut, par exemple, invoquer l'intérêt national pour prendre un brevet pour la production de médicaments. Il y a aussi, pour tout ce qui concerne les limitations, on a ajouté quelques facilités. Facilités, quand je parle de facilité, c'est du point de vue des États membres, pas du point de vue du titulaire du brevet qui, pour lui, représente une contrainte. Et donc, ces exemptions ou ces limitations vont être étendues à un certain nombre d'actes préparatoires pour la fabrication de médicaments. On pourra en dire davantage si éventuellement il y a des questions. Parce que il ne s'agit pas, pour pouvoir reproduire un brevet, d'avoir uniquement le brevet, en fait, de mémoire entre les mains, mais il faut beaucoup plus de choses pour arriver à la production de médicaments et donc la législation en tient compte. Deuxième exemple, ce sont les modèles d'utilité, on en parlait hier, qui sont des, pour ainsi dire, des petits brevets d'invention. Alors, dans cette nouvelle mouture de l'accord de Bangui, on a essayé d'aligner le régime du brevet d'invention à celui des modèles d'utilité. Ainsi, par exemple, dans la législation passée, il n'y avait pas le régime de la copropriété. Or, on peut avoir plusieurs personnes qui mettent en place un modèle d'utilité. Donc, cela a été intégré. Il n'y avait pas le régime de l'invention salariée, là aussi, parce qu'il n'est pas exclu qu'une entreprise puisse aller sur des modèles d'utilité, et donc il fallait réglementer ça. Du point de vue technique aussi, il n'y avait pas cette possibilité lorsqu'on faisait une demande d'enregistrement d'un modèle d'utilité, de faire des demandes divisionnaires lorsque l'objet de l'invention est complexe. Donc, tout ceci a été intégré dans le nouvel accord. Autre évolution sur les marques. Alors, les principales évolutions vont porter, je l'ai dit en début, sur la possibilité d'enregistrer des marques sonores, alors que par le passé, c'était seulement les signes visibles. Et ensuite, on va également introduire quelque chose qui est très important ici pour nos États membres, la distinction entre les marques collectives simples et les marques collectives de certification. Parce que les États sont très preneurs de tout ce qui peut être structurant dans la circulation des produits. Ensuite, pour faciliter la lutte contre la contrefaçon, il y avait un écueil pour les titulaires de droit qu'on a supprimé, c'est que pour pouvoir faire, par exemple, par le passé, une saisie contrefaçon, l'auteur de la saisie devait prouver par l'avance que sa marque ou bien son certificat était toujours valable. Donc, on va supprimer cette exigence. Tout comme en matière de dessin et modèle industriel, on va supprimer aussi
l'exigence de la publication du modèle. Alors, sur les dessins et modèles industriels également, on n'avait pas prévu dans les anciennes dispositions les mesures de rétention en douane. Donc, ici, en matière de dessin et modèle, les titulaires de droit pourront pratiquer la rétention en douane, ex officio ou à la demande. Et puis également, on a étendu le régime de la copropriété aux auteurs communs de dessins et modèles industriels. Alors, sur un autre sujet, sur les indications géographiques, on va avoir un certain nombre d'innovations et qui tient compte, ce n'est pas seulement l'Afrique, mais qui tient compte de ce que en Afrique, les frontières ne sont pas forcément naturelles, ce sont des frontières qui sont artificielles, parce que vous pouvez avoir les mêmes populations qui sont à cheval sur plusieurs frontières. Si bien qu'en matière d'indications géographiques, vous pouvez avoir des indications géographiques transfrontalières. Et donc, pour éviter des conflits en matière d'indications géographiques entre États, il a été prévu qu'un ou plusieurs États puissent se mettre ensemble pour protéger la même indication géographique. Ensuite, on a également vu la question de durée de protection. Sur la propriété littéraire et artistique, je l'ai indiqué tantôt, on a intégré en avance les dispositions du traité de Beijing, c'était sur les interprétations audiovisuelles et les dispositions de Marrakech sur l'accès des déficients visuels aux œuvres protégées. Autre innovation aussi, c'est que la durée de la protection a été harmonisée. Tout simplement parce qu'on était devant une difficulté juridique au niveau des lois pays. Comme je l'ai indiqué au début de mes propos, en matière de droit d'auteur, les États ont la possibilité de prendre des lois nationales. Et donc, vous avez des disparités de durée de protection. Et vous savez que c'est une des questions les plus épineuses en droit d'auteur. Et donc, on avait des pays, à l'époque, avant la loi des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et autres, qui avaient sur des protections 99 ans post-mortem. 99 ans qui suivent le décès de l'auteur lorsqu'il s'agit d'une œuvre individuelle. Et vous avez des pays qui avaient des protections 70 ans post-mortem. Et dans la mouture de 1999 de l'accord de Bangui, vous avez une protection 70 ans post-mortem. Donc, ce qui veut dire que un titulaire de droit avait la possibilité de se prévaloir, par exemple, si on prend le cas d'un titulaire de droit ivoirien qui était protégé à 99 ans post-mortem, voyait sa protection réduite lorsqu'il passe à l'accord de Bangui à 70 ans post-mortem, ou lorsqu'il passe dans un autre pays qui est peut-être à 60 ou 70 ans. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de dire, bon, puisque l'accord de Bangui a l'obligation d'être conforme aux conventions mères, notamment à la convention de Berne, et donc c'est de s'inscrire sur le minimum conventionnel de Berne, de telle sorte que dans les États puissent accorder une protection plus large ou pas. Donc, deuxième innovation, qui est une des particularités aussi dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin, c'est que les droits, en tout cas la monétisation des droits d'auteur passe par la gestion collective. Et il se trouve que dans les États membres, vous avez
plusieurs systèmes de gestion collective. Dans la majorité des États, vous avez la gestion collective publique à travers des établissements publics. Et dans quelques États, c'est le cas du Sénégal, du Cameroun, vous avez la gestion privée, en tout cas des droits d'auteur, la gestion collective privée des droits d'auteur et des droits voisins. Et donc, dans cette législation, ce qu'on va dire, on va dire que chaque État, plutôt que d'imposer un mode de gestion unique de la gestion collective, chaque État aura la latitude de choisir le mode de gestion en matière de droits d'auteur. Alors, sur le dernier, sur l'autre outil de propriété intellectuelle qui figure dans nos textes, mais qui en réalité n'est pas beaucoup pratiqué, c'est les schémas de configuration, les schémas de topographie de circuits intégrés. Ici, le changement qu'on va intégrer ici, c'est d'étendre également le régime de la copropriété, puisque plusieurs inventeurs peuvent mettre au point des schémas de configuration. Et au niveau de l'annexe 10, on va aussi intégrer la question des créations salariées qui n'étaient pas très claires dans l'ancien texte. Et on va étendre le bénéfice de la création aux ayants droit ou aux ayants cause du créateur. Sur les autres annexes, comme je l'ai indiqué, qui sont des particularismes de l'OAPI, l'annexe 5 et l'annexe 8, qui sont relatifs aux non commerciaux et à la protection contre la concurrence déloyale, il n'y a pas eu de changement. Pour la simple raison que la question se pose, est-ce que ce sont véritablement des titres de propriété industrielle qui méritent d'être traités? La question n'a pas pu être politiquement tranchée de les retirer ou de les maintenir, donc on les a laissés en l'état. Alors, sur le régime de la lutte contre la contrefaçon, comme je l'ai annoncé, les mesures aux frontières vont être traitées in extenso dans l'accord de Bandung. Dans les législations antérieures, on avait laissé le soin aux États membres ou bien aux communautés économiques régionales, notamment à travers les codes de douane, de réglementer les mesures aux frontières. Donc, pour appliquer les mesures aux frontières, il fallait faire un renvoi externe, aller dans un texte extérieur pour chercher la procédure à suivre. Donc, l'innovation de l'accord est que désormais, toute la procédure, en tout cas les grandes lignes de la procédure, sont retracées dans le corps de l'accord. Ensuite, autre particularité que vous n'allez pas certainement retrouver dans la législation française, mais qui est un grand classique en matière de répression de la propriété, des atteintes aux droits de propriété industrielle, c'est que le ministère public n'a pas la capacité de s'autosaisir. Le procureur de la République ne peut pas s'autosaisir. Mais on s'est rendu compte que dans le contexte qui est celui de l'OAPI, ce n'est pas toujours que les titulaires sont informés ou ont conscience qu'il y a des atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle. Et donc, il se trouve que si vous prenez le domaine du médicament, vous pouvez avoir des faux médicaments qui circulent sur le marché, mais comme il n'y a pas eu une plainte avec constitution de partie civile d'un titulaire de droit, le procureur de la République était dans l'incapacité de s'autosaisir alors qu'il peut s'agir de questions graves. Et donc, une des particularités qu'on va mettre dans cet accord,
c'est que le procureur, par exemple, n'a plus besoin d'être saisi par le titulaire de droit, il peut s'autosaisir. Les sociétés, en tout cas les organismes de gestion collective, peuvent également intenter des actions et puis les personnes assermentées. Donc, il s'agissait de faciliter les réponses en cas de contrefaçon. Dernière chose qui est également une nouveauté et qui apparaît de plus en plus dans beaucoup de législations de lutte contre la contrefaçon, c'est la question des preuves. Puisque dans le droit classique de la preuve, c'est celui qui se prétend être victime de la contrefaçon qui doit prouver, apporter la preuve de la contrefaçon. Mais avec les nouvelles dispositions de l'accord, on peut, le titulaire du droit, en utilisant les voies de la justice, contraindre le présumé contrefaiseur à apporter des éléments permettant d'étayer la réalité de la contrefaçon. Alors, dernier classique, qui est en ce qui concerne les sanctions en matière d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Bon, ce sont des sanctions qu'on a voulu dissuasives et vous voyez que on a maintenu les peines d'emprisonnement pour ce qui concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Alors, il s'agit pour les États de donner un signal fort aux personnes qui se livrent aux activités de contrefaçon. Maintenant, la question, les peines se veulent dissuasives, mais est-ce que dans la pratique, cela est vraiment... Bon, ça, c'est la pratique qui le dirait. Donc, voilà, mesdames et messieurs les auditeurs, un panorama des changements qui sont intervenus à l'OAPI, en tout cas dans la législation de l'OAPI, pour d'abord adapter le dispositif légal de l'OAPI aux besoins de ses États membres. Ensuite, rendre conforme ce dispositif aux exigences, à l'évolution de la législation internationale en matière de propriété intellectuelle. Et donc, je vais vous laisser certainement la possibilité d'interagir sur ce qui vient d'être dit. Évidemment, ce n'est pas évident de parler en 1 heure d'un traité comportant 10 annexes et synthétiser les changements, mais la discussion est ouverte si vous le souhaitez. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc, effectivement, le défi est de taille, c'est-à-dire retracer l'histoire de la législation en matière de propriété intellectuelle au niveau de l'OAPI. Je pense que le défi a été relevé avec cette présentation aussi complète que synthétique. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions dans la salle? Sur vous, je suis sûr que vous avez une question. Alors, il faut bien parler fort pour qu'on puisse vous entendre. Un micro? Oui. Mais il ne va pas marcher, si? Si, c'est connecté sur le Zoom. Ça fonctionne. Ok, on vous donne un... Non, mais ça passe sur Zoom, en fait. Ah, voilà. Monsieur le directeur général, quand je m'autorise à faire un retour dans le passé, d'abord en France. J'ai commencé la propriété industrielle où on parlait d'un grand sujet, c'était le brevet communautaire. Oui. Il y a un demi-siècle. Puis, des juridictions unifiées des brevets qui devraient voir le jour, mais
la question reste posée de l'entrée en vigueur cette juin. Donc, ma question est la suivante en ce qui concerne l'OAPI, qui est un modèle, puisque dans l'histoire de l'humanité, la première organisation qui a créé un titre transnational, c'est l'OAPI. Et si je me souviens bien, le contentieux reste un contentieux national. Est-ce qu'il est prévu, dans le cadre des réformes, au-delà de celle que vous venez de mentionner, est-il prévu la création d'une juridiction unifiée, ou d'une juridiction commune, je ne sais pas ce qu'il faut dire, pour tout le contentieux de la propriété industrielle, vous avez des titres autonomes? Merci, M. Delta. Non, vous pouvez répondre. Bien, merci, professeur. Et je crois que je disais avant votre arrivée que c'était un plaisir pour moi de me retrouver ici. Et surtout, le plaisir est de vous revoir. Et l'étudiant que j'étais est devenu, entre guillemets, un de vos collègues. En tout cas, ça avait beaucoup de plaisir. Bien, effectivement, c'est une problématique qui est posée, mais à plusieurs niveaux. La question, je ne l'ai pas souligné puisque ça ne faisait pas partie vraiment des innovations, c'est que les décisions définitives qui sont rendues en matière de validité des titres de propriété intellectuelle sont rendues par les juridictions des États. Et un des risques sur ces décisions, c'est qu'il peut y avoir des disparités d'un État à un autre. Or, une décision devenue définitive s'applique dans tous les États. Et donc, il nous arrive quelquefois de recevoir des décisions qui peuvent être interprétées autrement, mais parce que ces décisions étant devenues définitives, l'organisation est amenée à tirer des conséquences, par exemple en procédant à la radiation des titres. Et donc, une des pistes pour régler la question de la disparité de ces décisions était de créer une juridiction communautaire chargée de statuer en dernière instance sur les dossiers qui viendraient, enfin des affaires qui seraient traitées dans les États membres. Et évidemment, cela est prévu dans les textes. Mais la question qui reste pendante, c'est la question de la mise en œuvre. La question de la mise en œuvre qui fait que cette décision n'a pas encore été formellement mise en œuvre. Alors, pour différentes raisons, donc je citerai une seule, c'est le volume du contentieux. C'est-à-dire le volume du contentieux n'est pas suffisamment critique par rapport au coût qu'engendrerait la mise en place, parce que l'idée est partie sur la mise en place d'une juridiction suprême. Et si nous prenons l'exemple de la Cour commune de justice de l'OHADA, nous voyons un peu les coûts de fonctionnement. Et puis une raison pratique. Déjà, au niveau de la Commission supérieure de recours, qui est la juridiction administrative, les frais d'accès à cette juridiction administrative sont quelquefois remis en cause par les pratiquants. Par exemple, pour saisir ou exercer un recours administratif, en CFA, ça fait à peu près 960 000. Et donc, du coup, si vous prenez le titulaire de droit lambda qui veut contester un texte, a du mal à vraiment, quelquefois, est amené à renoncer. Alors, si vous répliquez la même chose pour une juridiction suprême, les coûts de fonctionnement, et je crois que le conseil d'administration a en son temps demandé de faire une étude de faisabilité, même si le principe est acté, mais de faire une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, en gros, en termes de statistiques,
le contentieux administratif tourne autour de 60 dossiers par an. Ça, c'est le contentieux. Maintenant, ce qui va arriver au contentieux judiciaire, on n'a aucune idée du volume. Donc, est-ce qu'il faut créer une cour communautaire pour 10 ou 15 dossiers par an? Donc, c'est une question de management, ce n'est pas un problème juridique. Oui. Ouais. Donc, c'est exactement ces questions de management-là qui font que, même si le choix a été fait de créer une juridiction supranationale, il ne faudrait pas que ça vienne obérer en fait, le fonctionnement de l'institution. Sinon, il n'y a pas de contraintes juridiques à cela. Merci beaucoup. Une question ici. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je suis Mangé Limbe. J'ai soutenu ma thèse de doctorat l'année dernière sous la direction du professeur Gould. Oui. Alors, je ne voudrais pas m'éterniser. Je ne voudrais pas éterniser la parole. Je voudrais simplement vous demander, par rapport à l'annexe sur les droits publics, est-ce que vous pouvez nous faire le point un tout petit peu sur les annexes actuellement appliquées et le délai d'application de l'annexe 1 sur les droits publics. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Monsieur le Directeur Général, j'aimerais savoir, si tant est que le droit d'auteur, enfin, je voulais dire la propriété littéraire et artistique, a une législation dans chacun des États, dans chacun des 17 États membres de l'accord de Bangui, pourquoi est-ce que l'OAPI garderait une telle disposition? Ça, c'est une autre question. Je reviendrai au fur et à mesure s'il n'y a pas de questions sur ce projet. D'accord. Si vous n'êtes pas satisfait ou bien s'il n'y a pas de questions. Bien, alors, disons que, vous savez, l'examen quant au fond, hein, par rapport à votre premier volet de votre question, l'examen quant au fond demande, là je parle en tant qu'office, demande le déploiement d'un certain nombre d'outils. Ce qui fait qu'il y a une programmation de l'entrée en vigueur d'un certain nombre d'annexes en fonction de l'état de préparation de l'examen quant au fond. Et donc, les textes qui sont entrés en vigueur à partir de cette année, ce sont les textes pour lesquels l'Office est suffisamment préparé pour faire l'examen quant au fond. Il s'agit notamment de l'annexe sur les marques et l'annexe sur les dessins et modèles industriels, l'annexe 4. Pour ce qui concerne les brevets d'invention, dans la programmation, il est prévu pour le 1er janvier 2023. Parce que ça demande de mettre en place tout un système. Je profite pour remercier le CEPI qui est actuellement en train de former 2 de nos examinateurs brevets. Je crois qu'ils doivent composer les jours à venir, la semaine prochaine. Donc, il faut un niveau de préparation un peu plus élevé pour mettre en vigueur ces annexes. Alors, pour ce qui concerne le droit d'auteur, la réponse à votre question est toute simple. Je l'ai indiqué, il y a des pays qui n'ont pas de législation propre en matière de droit d'auteur. Et donc, ce qui fait que ce qui est mis dans l'annexe 7 est un minimum qui permet aux titulaires de droits d'auteur dans ces pays de pouvoir avoir un dispositif actualisé les protégeant conformément aux standards internationaux. Pour votre information, je crois dans quelques jours, on envoie une mission en Guinée équatoriale, justement pour les accompagner dans la rédaction de leur loi nationale en matière de propriété littéraire et artistique, puisque je crois qu'ils ont eu une loi espagnole de 1800. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié sur vos questions. Allez-y. Là, il y a une question au fond. Il y a une question. On va vous donner la parole après. Merci, monsieur le directeur. J'avais une question qui était un peu dans la continuité sur le droit d'auteur. Quand on pense aux législations internes complémentaires, comme ça peut être le cas au Togo, est-ce que ces législations internes en droit d'auteur, du coup, sont encouragées ou plutôt vues comme des freins à l'harmonisation générale? Bien. Alors, pourquoi est-ce que nous encourageons les législations en interne? C'est parce que
sur le droit d'auteur, on n'a pas la plénitude. On n'a pas la plénitude de la main, pour ainsi dire. Comme je vous l'ai indiqué, pour ce qui concerne les titres de propriété industrielle, nous gérons le processus de bout en bout. À savoir, nous gérons la législation et nous gérons la mise en œuvre de la législation à travers la délivrance d'un titre. Et en cela, l'OAPI est une autorité du brevet, une autorité de marque. Mais si vous prenez le domaine du droit d'auteur, il n'y a pas une autorité de délivrance. Et donc, la mission de l'OAPI dans ce contexte-là, c'est de mettre à la disposition des États une législation minimale, de sorte que les auteurs soient protégés, et laisser le soin aux États qui veulent aller un peu plus en avant, puisque les industries culturelles ne sont pas développées de la même façon, que ces États-là puissent prendre des législations un peu plus d'un niveau, d'un standard un peu plus élevé. Donc, il ne faudrait pas voir cela comme un frein à la harmonisation, mais plutôt c'est une sorte de, comment on peut dire, en fait, c'est une coexistence qui a du sens. Qui a du sens, même si vous parlez du Togo et autres, parce que pour nous, l'enjeu est plutôt, je l'ai dit tout à l'heure, comment monétiser, enfin, comment traduire en réalité économique les droits d'auteur. Et donc, l'accent que nous mettons, c'est dans l'accompagnement des États à transformer le droit d'auteur en actif économique. Par exemple, l'année dernière, nous avons développé une nouvelle formation qui est le certificat d'aptitude à la gestion collective. On s'est rendu compte que même si les États ont des lois sur le droit d'auteur, les artistes ont du mal à vivre de leur talent parce que le système de gestion collective n'est pas en place. Et donc, nous accompagnons plutôt les États à mettre en place un système de gestion collective pour transformer en réalité économique les droits d'auteur. Et donc, ce que nous faisons à travers ce certificat, c'est de doter les États de gestionnaires de droits d'auteur. Donc, ça ne nous gêne pas que les États aient des législations propres, étant entendu que, pour être complet sur ce point, c'est que pour adhérer à l'OAPI, il faut d'abord adhérer aux conventions mères. Donc, par exemple, si vous voulez légiférer en matière de droit d'auteur, vous êtes obligé de respecter les dispositions, en fait, le minimum conventionnel de Berne. Donc, à partir du moment où vous respectez le minimum conventionnel de Berne, vous êtes en conformité avec l'accord de Bangui. Le reste, c'est un plus que chaque État donne aux personnes qui sont protégées sur son territoire. Monsieur le directeur général, je souhaiterais vivement savoir la position de l'OAPI sur les savoirs traditionnels. Est-ce que du point de vue de l'OAPI, les savoirs traditionnels devraient être africains, bien sûr, devraient être intégrés dans le système de la propriété intellectuelle, peut-être de voir des brevets, parce que dans ma tête, justement, j'en ai fait un projet, et je me réjouis d'ailleurs de ce que la loi camerounaise de 2021 a prévu un élément dans ce sens. J'aimerais avoir la position exacte de l'OAPI. Merci, monsieur le directeur général. Bien. Alors, la position de l'OAPI, pour répondre politiquement correct, est la position des États. Lorsqu'il s'agit de faire des choix de nature politique, c'est l'instance de gouvernance, notamment le conseil d'administration, qui fait des choix politiques. Ce que l'OAPI a fait en revanche, c'est que nous avons mis à la disposition des États des lois types en matière de folklore, de savoir traditionnel, et très bientôt on va remettre une loi type en matière de ressources génétiques. Comme vous le savez, quand une organisation regroupe 17 pays, il n'est pas évident qu'il y ait un consensus
sur des sujets qui sont de nature polémique. Et donc, en tant que secrétariat d'une organisation, nous devons être attentifs à la position commune. Donc, le choix que l'OAPI a fait, c'est de donner des outils d'aide à la décision à chaque État, l'État qui souhaite adopter une législation nationale aura ces lois types pour le faire. Maintenant, si vous me demandez ma position à titre individuel, il faut dire que le système de la propriété intellectuelle n'est pas figé dans le temps et n'a pas à être figé, puisque au cours de l'évolution, on intègre de nouveaux objets qui sont considérés comme des productions intellectuelles. Donc, de ce point de vue-là, rien n'exclut qu'on puisse considérer ces éléments-là comme des éléments de savoir traditionnel, enfin de propriété intellectuelle. Mais il faut faire attention. Si vous êtes dans le domaine des savoirs traditionnels, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Du point de vue technique, même sans aller ça veut dire quoi? Si vous prenez ce que on va considérer comme un savoir traditionnel, il y a des éléments qui peuvent être rattachés à différents objets de la propriété intellectuelle. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut une protection holistique qui tienne compte de ça? Donc, dans ce cas-là, si vous allez sur une protection holistique, vous créez un nouvel objet de propriété intellectuelle. Et pour créer un nouvel objet de propriété intellectuelle, il faut l'accord de toutes les parties prenantes. Maintenant, je vois où vous voulez en venir. Il y a d'autres aspects qui peuvent interroger des objets de propriété intellectuelle existants. Alors, si vous prenez, dans ce cas, les savoirs traditionnels en matière de brevet qu'on pourrait rattacher à ce qui relève du procédé, l'exemple simple, c'est que si on considère que la témisinine peut soigner le paludisme, c'est parce qu'il y avait des populations qui avaient cette connaissance. Mais cette connaissance détenue par les populations, est-ce qu'il faut l'exprimer en termes de propriété intellectuelle? Vous pouvez dire oui. Si vous l'exprimez en termes de propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle a une durée de vie. Donc, si vous l'exprimez en termes de brevet, ça dit d'abord, les questions de nouveauté vont se poser, mais en termes d'efficacité de la protection, au bout de 20 ans, c'est dans le domaine public. Est-ce que c'est l'objectif recherché? C'est pour ça que je vous ai dit, c'est des choix politiques. Si vous prenez cela, vous voyez le guérisseur traditionnel qui fait des incantations et autres, vous le rattachez à quoi? C'est des poèmes, c'est des choses. Bon, je crois qu'il faut se donner le temps de la réflexion, mais prendre les choses au fur et à mesure que ça arrive à maturité. J'espère que je n'ai pas fait votre antithèse. Vous aurez le temps de lire la thèse. D'accord. Merci. D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pas... En 1977, vous avez dit que l'OAPI est passé d'un statut d'office à une vraie organisation. Il y a un conseil d'administration, vous avez même parlé d'une juridiction communautaire. C'est une organisation spécialisée, mais c'est très intégré. Et ma question, c'était plutôt sur le plan démocratique. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une évolution de l'OAPI vers quelque chose de plus Union européenne, où il y aurait des décisions qui pourraient être prises à la majorité renforcée, par exemple? Et ma deuxième question, est-ce que l'OAPI est une personnalité de droit international? Est-ce qu'elle peut faire partie de conventions internationales, par exemple Marrakech ou Beijing? Et sinon, est-ce qu'il y a une évolution aussi dans ce sens-là? Merci. OK. Bien. Alors, disons que du point de vue de la gouvernance, l'OAPI est structuré ainsi qu'il suit. On a un conseil d'administration qui est composé des 17 ministres en charge de la propriété intellectuelle des États membres.
On a une commission supérieure de recours qui est une juridiction administrative composée de 6 magistrats, dont 3 titulaires qui sont chargés d'examiner en premier recours, bien entendu après le recours gracieux, les décisions prises par le directeur général en matière de délivrance de titres et en matière de discipline des mandataires. C'est la commission supérieure de recours et enfin, vous avez une direction générale. Alors, les décisions au sein du conseil d'administration se prennent à la majorité et en cas de partage de voix, la voix du président du conseil est prépondérante. Mais dans l'histoire de l'OAPI, les États se sont toujours abstenus de procéder au vote et les décisions sont prises par consensus. Et donc, vous avez des conseils qui peuvent durer des heures et des heures pour atteindre le consensus. Ça a été le cas du dernier conseil à Cotonou, qui a commencé à 11 heures et qui a terminé à 5 heures du matin. D'accord. Bien. Maintenant, est-ce que l'OAPI a la capacité de signer directement des accords? La réponse est double. On a, en tant qu'office des pays, lorsqu'il s'agit de conventions de procédure ou de mise en œuvre de procédure, c'est un peu le cas de Madrid. L'OAPI a signé en tant qu'office. Et puis, on est dans les autres cas, lorsque ce n'est pas le cas, on demande toujours au conseil d'administration, dans tous les cas d'ailleurs, la possibilité de signer des conventions, mais en tant qu'organisation internationale, indépendamment de la signature de chaque État membre. Et donc, ce que nous faisons, je crois qu'il y a des conventions pour lesquelles nous encourageons les États à signer, je ne les citerai pas puisque, pour ne pas créer une distorsion, mais pour lesquelles aussi nous demandons l'autorisation des États à adhérer pour faciliter la mise en œuvre des dispositions de ces conventions. Mais mieux, je vous ai dit, l'OAPI, c'est 17 États, mais un État peut adhérer à une convention et demander à l'OAPI de mettre en œuvre les dispositions de cette convention sans que les autres États aient pour autant adhéré. D'autres questions? Moi, j'en avais quelques-unes, donc je vais profiter du privilège d'être à la chaire. Pour revenir sur la question des magistrats, donc pas de juridiction supranationale, mais quid des magistrats nationaux? Est-ce qu'il s'agit de magistrats spécialisés en propriété intellectuelle? Et quelle est la formation dans le domaine de la propriété intellectuelle? Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'OAPI sur ces questions-là? Oui, il y a un accompagnement qui est en train d'être structuré. D'abord, il y a un accompagnement ponctuel à travers les séminaires, les formations, et puis évidemment à travers le master en propriété intellectuelle où chaque année nous recevons 1 ou 2 magistrats. Mais cela ne peut pas constituer une masse critique. Alors, ce qui est en train d'être déployé, je crois qu'au mois de septembre prochain, on démarre les premières formations. Nous sommes en train de mettre en place un curricula pour les écoles de magistrature avec l'accompagnement de l'ENM France, l'ENM Paris. Alors, il s'agit, pour parler de façon plus simple, d'instituer un cours de contentieux spécial de la propriété intellectuelle dans les écoles de magistrature. Et donc, on a pris des consultants qui ont développé ce curricula. Et la première phase de ce projet, c'est de former les formateurs dans les différentes écoles de magistrature. Nous avons pris, je crois, 3 pays pilotes et qui vont l'essayer. Donc, à terme, nous devons avoir dans les écoles de formation, les écoles de magistrature, ce curricula-là
de contentieux de la propriété intellectuelle et des formateurs permanents des écoles de magistrature qui vont assurer cette formation. Mais dans un premier temps, on fera parvenir des formateurs extérieurs aux écoles de magistrature qui n'ont pas de compétences en interne. Et l'idée pour nous, c'est que tous les élèves magistrats des 17 États qui vont sortir à partir de la mise en œuvre de ce projet puissent être formés dans le contentieux spécial de la propriété intellectuelle, tout comme on forme les magistrats dans le contentieux de la succession, le contentieux du divorce et autres. Et donc, c'est à cela que nous sommes. Et nous commençons les formations pratiques cette année. Les modules ont déjà été développés. Merci. Alors, on a une question en ligne, donc on va essayer de donner la parole à la personne qui levait la main et qui commençait à s'énerver sur le nom. Allez-y. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Je vous entends. Oui, je vous rassure, Monsieur Bassé, je ne suis pas du tout énervé. Ah, mais je rigole. Merci beaucoup au CEPI pour l'organisation de ce séminaire, pour la parole donnée. Et également, merci à Monsieur le directeur général de l'OAPI pour la brillante présentation. Ça fait toujours plaisir de voir l'OAPI rayonner à l'international. Alors, je suis Monsieur Ngaba, juriste spécialiste de la propriété intellectuelle, en charge des opérations au sein du cabinet Kemel Aissat, qui est un mandataire agréé. Alors, c'est une intervention qui va aller dans le sens de la première question qui a été posée, qui avait un volet juridictionnel, en tout cas un volet d'harmonisation juridictionnelle. Et c'est une intervention qui sera à la fois une petite contribution et en même temps un questionnement à l'adresse du directeur général pour recueillir un peu son avis très personnel. Alors, sur le volet contribution, effectivement, le problème de l'absence d'une juridiction d'harmonisation, en tout cas une juridiction supranationale, elle est là, elle est présente, parce que particulièrement sous l'ancien régime de l'accord de Bangui, particulièrement pour l'annexe 3 relevant des marques, on a eu une affaire très intéressante que M. le directeur général connaît très bien, c'est l'affaire Sunwatt, qui avait amené effectivement à une décision juridictionnelle en contradiction de la décision qui avait été précédemment rendue par l'OAPI, les deux actions étant fondées sur deux fondements différents, mais dont les dispositions étaient quasiment semblables. Et dans l'un, on n'avait pas apprécié la fraude et devant les juridictions étatiques, on l'avait apprécié. Pourtant, ce n'était pas forcément une compétence explicitement donnée aux juges étatiques. Et donc, ça a donné lieu à deux décisions contradictoires, mais la contradiction, effectivement, a été réglée par l'accord de Bangui parce que les décisions étatiques s'imposent à l'organisation. Mais ça n'a pas empêché, si vous voulez, derrière la partie perdante d'aller saisir une autre juridiction d'un autre État étatique, d'une autre action. Et effectivement, derrière, ça peut amener encore à une autre décision qui peut être différente et qui peut mettre cette fois-ci en contradiction deux décisions juridictionnelles étatiques. Donc, voilà, c'était peut-être la petite contribution pour montrer la nécessité d'avoir effectivement, en tout cas de gérer, de régler cet aspect. Maintenant, sur la question, pour le directeur général, moi, je voudrais vraiment son avis personnel sur des avis ou des réflexions qui ont pu être menées, notamment sur peut-être une superposition des espaces OAPI et OHADA, parce qu'on sait qu'on a quasiment les mêmes États membres. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un travail à mener pour essayer de faire allier à la zone OAPI ces États de l'OAPI qui ne sont pas déjà membres, et peut-être envisager une délégation peut-être de compétences juridictionnelles à la Cour commune de justice d'arbitrage, ou à défaut, est-ce qu'on ne pourrait pas, on a parlé justement de la Commission supérieure des recours, envisager peut-être la possibilité qu'elle puisse émettre au moins des avis qui permettraient d'avoir des qualifications autonomes ou des interprétations autonomes qui s'imposent aux juridictions étatiques. Donc voilà, ça c'était pour la question. Je vous remercie beaucoup pour la parole donnée. OK, merci, Monsieur Ngaba. Je crois que sur la question des disparités, nous appelons ça des disparités dans les jugements rendus par les États, c'est une réalité. Et l'OAPI, en tant qu'organe d'enregistrement de ces décisions, quelquefois est confronté à des difficultés et qui en ajoute à une difficulté supplémentaire.
Ce cas que vous citez fait partie, mais on a d'autres cas que je ne suis pas autorisé à citer, où la question qui s'était posée était de savoir si l'OAPI devait inscrire les décisions telles quelles. Alors, la question se pose parce que l'accord de Bangui dit que les décisions rendues dans les, je cite de tête, les décisions rendues dans les États n'ont d'autorité de la chose jugée que s'ils ont été rendus conformément aux dispositions de l'accord. Alors, quid des décisions qui auraient été rendues en violation des dispositions de l'accord et qui sont devenues des décisions définitives? Bon, je sais que vous êtes un excellent juriste, c'est un sujet qu'il faut creuser, mais ça, c'est des sujets de préoccupation. Est-ce que le directeur général, qui est chargé d'inscrire, a cette capacité d'interpréter, dit que cette décision qui n'a pas appliqué l'accord de Bangui et qui pourtant annule un titre, est-ce que je dois l'inscrire? Bon, je ne donnerai pas la réponse ici parce que c'est politiquement sensible. Bien, donc c'est dire que cette nécessité d'harmoniser les juridictions, enfin les décisions, c'est quelque chose qui est impératif. Et vous avez cité plusieurs pistes. Ce sont des pistes que nous explorons. Nous avons un cadre de travail avec l'OADA. Ce n'est pas seulement pour la compétence de la Cour commune de justice, mais pour d'autres sujets tels que les non-conventionnels. Mais pour en revenir spécifiquement à votre question, par exemple, l'OADA a pour l'instant s'est gardé de légiférer en matière de propriété intellectuelle pour ne pas faire double emploi avec l'OADA. Mais lorsque on arrive devant la Cour commune de justice, qui est une cour qui est compétente pour connaître des affaires, enfin des décisions, des contentieux en matière de droit des affaires, la question qui se pose, est-ce que la propriété intellectuelle ne fait pas partie du droit des affaires? Parce que si je prends le cas, par exemple, de la cession d'une entreprise dont le portefeuille est constitué de titres de propriété intellectuelle et il y a un problème sur la cession ou même en cas de liquidation. Donc, c'est des réflexions qui méritent d'être menées et nous avons avec l'OADA un groupe de travail. Bon, malheureusement, la pandémie a limité beaucoup de mouvements, mais c'est des questions que nous avons en questionnement, pour me répéter, avec l'OAPI, avec l'OADA. Maintenant, les pays qui n'ont pas adhéré, je dois vous avouer que si on parle d'espace francophone, il n'en reste pas beaucoup. Il nous reste la République démocratique du Congo qui, en son temps, avait manifesté, mais cela ne s'est pas traduit de façon officielle, hein, c'était des intentions d'adhérer. Et donc, nous observons toujours, ce pays serait le bienvenu à adhérer à l'OAPI. Nous avons des pays qui se sont renseignés, mais qui, le dernier que je sache, au final, est plutôt allé à l'ARIPO, bon, généralement pour des questions de langue, hein, puisque la plupart de ces pays-là sont soit bilingues, c'est le cas des Seychelles, ou qui parlent une autre langue, le Cap-Vert qui parle le portugais. Et donc, je crois qu'eux, ils ont adhéré plutôt à l'ARIPO. Maintenant, dans le cadre de tout ce qui est réflexion au niveau continental, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, la question des offices de propriété intellectuelle va revenir sur la table. Doit-on avoir un office unique ou plusieurs offices chargés de gérer cette histoire de zone de libre-échange? Donc, c'est une question qui reste toujours pendante.
et nous avons notre opinion là-dessus. Merci beaucoup. Alors, on a encore une question en ligne, et ce sera la dernière question, puisque le temps est malheureusement contraint. Donc, c'est Monsieur Namba, je crois, c'est ça? Alors, si vous pouvez mettre votre micro, on vous donne l'autorisation. Allez-y. Allô? Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur du CEPI. Vraiment très heureux d'être à votre compagnie ce matin. Je suis monsieur Nyamba Corneille. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire, ancien auditeur de l'OAPI. Ma question, c'est au niveau de la recherche d'informations en cas de contrefaçon. Voilà, en fait, je lis quelque part que la personne soupçonnée de contrefaçon puisse être amenée à fournir. Cette rubrique puisse être amenée. Non, on aurait dit sera amené. Quand on dit puisse être amené, c'est pas trop clair à mon niveau. Merci. Bien, vous parlez de ce qui est écrit sur la diapositive ou le dispositif dans le texte? Non, en fait, je parle de ce qui est écrit sur la diapositive. Diapositive numéro 26. Oui, donc ici, il s'agit en fait, c'est de dire qu'on donne la possibilité au titulaire de droit de saisir un juge et que en fait, ce qu'on appelle en procédure pénale la production forcée de preuves. Donc, c'est une sorte de déclinaison de la production forcée de preuves pour lesquelles vous demandez l'assistance du juge. Et donc, dès lors que le juge est saisi, ce n'est plus une faculté pour la personne soupçonnée de contrefaçon, mais une obligation de produire les informations sollicitées. Merci, c'est compris. Merci. Merci beaucoup. Il est 11h58. On va arrêter pour ce séminaire. On va clore ce séminaire. Donc, un grand merci de nouveau, monsieur le directeur général, pour ces 2 heures que vous nous avez consacrées. Je pense que c'est très précieux et ça a été évidemment très instructif. Comme on atteste encore une fois les nombreuses questions. Je me souviens de la conférence de l'an dernier. Vous aviez eu 1 heure de questions. Donc, on a refait à peu près la même opération. Donc, encore une fois, un grand merci. Merci à tous les participants en ligne ou en présentiel. Et on se revoit pour un prochain événement CEPI. Donc, je ne sais pas quelle est la date. Je crois que la semaine prochaine, on a 2 événements, le 6 avril et le 7 avril, donc de 17h30 à 19h30. Voilà, merci à tous. Merci.